Là, il s'est mis là. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la biologie de synthèse va encore beaucoup plus loin que ces premières expériences un peu holistiques. On essaie d'avoir une vision globale d'un fonctionnement général ou de données générales pour aller dans l'intimité même de la vie, de comprendre les tenants et les aboutissants les plus détaillés, quitte à en faire une sorte de méga algorithme mathématique qui puisse ensuite être applicable à beaucoup de choses et reproductible comme on a des programmes informatiques basiques. Là, l'idée, c'est de pouvoir reprogrammer de manière récurrente, répétitive, pour des applications très diverses. Est-ce que c'est ça un peu l'idée? Oui, mais bien qu'on ne soit pas encore à ce stade-là. Hein. On a quelques petits morceaux d'algorithmes. Hein. On est vraiment au tout début, disons, de l'électronique, hein, si on veut faire le voilà, c'est très on est vraiment au tout début de l'électronique, on a quelques transistors, oui, on sait faire quelques petits programmes, mais voilà, on en est à ce stade-là. Hein. Un algorithme général de programmation d'une cellule, on est encore très loin, parce qu'on ne connaît pas encore, on connaît peut-être les gènes, mais ils ne sont pas tous à noter, hein, on ne connaît pas toutes les fonctions des gènes, et on ne connaît certainement pas comment ces dispositifs s'assemblent entre eux. Voilà. Donc, c'est là tout l'intérêt. Parce qu'il y a les gènes eux-mêmes qui ont des fonctions. Je fais des yeux bleus, je fais de la peau, je fais du nerf, je fais du neurone. Mais la manière dont ils s'articulent, il y a toute une dynamique. Voilà, il y a toute une la manière dynamique. dont ils s'expriment entre eux et la manière dont ils sont coordonnés, ça, c'est par exemple un des grands champs de la connaissance actuelle. Vous allez encore au-delà. Il faut savoir et comprendre tout ça pour pouvoir aller dans la biologie de synthèse d'un point de vue... La biologie de synthèse va s'attaquer à des sous-problèmes ici. Hein. Par exemple, on est capable de faire un oscillateur, on est capable de faire de nouvelles voies métaboliques. Hein. Donc ça, ce sont des parties de ce grand réseau, mais pour l'instant, on ne connaît pas le réseau global. D'accord ? Mais c'est ça l'intérêt aussi de la biologie de synthèse. C'est en reconstruisant certaines parties, on peut comprendre comment elles fonctionnent. Donc petit à petit, on va commencer à assembler ces briques. C'est aussi la biologie de synthèse qui va apporter ces éléments. D'accord ? Et alors, bon, difficile à dire combien de temps ça va prendre, tout ça. Mais en tout cas, ça met en place les outils pour comprendre l'assemblage de ces briques. Pour vous, une dynamique de recherche, une logique de recherche. Voilà. Et c'est bien ça d'ailleurs, par exemple, si on prend l'exemple de ce qui se passe au MIT, hein, des biobriques. Bon, mon collègue Philippe n'est pas nécessairement... mais bon, c'est un type d'étude où les gens essayent de standardiser ces briques élémentaires pour pouvoir justement les assembler entre elles. Et il y a d'autres projets. Par exemple, on est en ce moment dans un projet qui est par l'Institut en Israël, le Weizmann Institute, qui consiste justement à synthétiser de l'ADN et à copier des morceaux d'ADN de façon automatique. Et Craig Venter a été le premier à reconstituer, alors c'était, je crois, une toute petite, on va dire, un tout petit micro-organisme très simple qui a été pour la première fois entièrement synthétisé. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier organisme totalement synthétique que Craig Venter a créé? Oui, c'est-à-dire qu'il a pris la séquence de cet organisme, Mycoplasma mycoides, et il a modifié quelques gènes, il a introduit des gènes filigrammes, en fait le nom des auteurs du papier qu'il a codé en ADN. Puis là, tout ça s'était fait sur ordinateur, il l'a découpé en fragments, et chacun de ces fragments ont été synthétisés avec un synthétiseur d'ADN, puis assemblés dans la levure d'ailleurs. Puis après, il a transplanté ce génome dans une autre espèce de mycoplasma, et il a montré en fait en 2010, en avril ou en mai, je ne sais plus, qu'il était capable de cultiver, des cellules. Donc ça a duré quand même 6 ans, je crois, dans l'ensemble, tout ce travail. Donc c'est un travail de longue haleine, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'a pas complètement synthétisé un nouveau génome. Il a quand même pris à 99,9% un génome qui existait déjà. Oui, mais la séquence, c'était la démonstration. C'est une prouesse technique énorme. Voilà. Il était capable, pour la première fois, je crois que c'est probablement la plus longue molécule qui ait jamais été synthétisée. C'est la plus longue molécule définie. En fait, ce qu'il a créé, c'est le polymère. Il a fabriqué une créature sans hérédité. Alors en fait, les gens n'ont pas compris quand on a dit l'ordinateur est à la source, comme s'il y avait une espèce de calcul qui avait donné le texte génétique, et c'est pas du tout le cas. Il y a une machine que j'aime bien, qui est un peu informatique, qui est les boîtes à musique. Vous voyez ce que c'est ? Vous avez des petites tiges qui, quand elles vibrent, donnent les sons, et ça vous fait la lettre hélice, etc. Et si vous changez le rouleau, ça vous donne un autre R. Bon. Et en fait, l'informatique qu'on demande à la synthèse de l'ADN, c'est ça. Dans les machines à laver, il n'y a pas si longtemps, c'était fait exactement comme je dis. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait juste une espèce de rouleau, exactement comme je dis. Et pour faire de la chimie
de l'ADN de synthèse, on n'a pas besoin de tellement plus d'informatique que ça. Donc vous voyez que c'est presque rien. C'est énorme du point de vue de la, comment dire, des degrés de liberté, parce qu'on peut effectivement coder n'importe quoi, mais du point de vue de la mise en œuvre de l'automatisme ou de la quantité de codage, c'est très peu.